Très heureux de vous retrouver encore une fois sur le plateau de la Quotidienne Info pour aborder ce soir une question essentielle au cœur de tous les débats en Afrique, essentiellement en Afrique de l'Ouest, le panafricanisme. Et évidemment, depuis le début de cette émission, nos invités s'empoignent à ce sujet, tant les avis sont divergents, partagés, mais c'est aussi ça la qualité et la beauté du débat. Avant la pause, il me semble que Cheikh Oumar Doumbia voulait réagir aux assauts d'Alamine Fofana et Alassane Drabo. Absolument. Je pense que, encore une fois, la première introduction que j'ai donnée, si vous l'avez suivi, je vous ai dit certaines choses. Je vous ai dit, première des choses, pour justifier le panafricanisme, il a toujours fallu que les gens la personnifient. Et cette personnification n'est pas l'effet du hasard. C'est parce qu'il n'existe ni de principe, ni de mécanisme. Vous allez, pour me parler de panafricanisme, vous allez certainement me dire, oui, il y a eu Sankara, il y a eu. Mais vous ne pouvez pas me dire quels sont les mécanismes qu'ils ont utilisés. Vous me parlez d'actions que Sankara aurait posées qui auraient des portées économiques. Mais vous ne pouvez pas me proposer un plan économique qu'il avait. Vous ne pouvez pas me dire quel était réellement le mécanisme économique, surtout pour son pays qu'il avait. C'est ça le challenge. Le challenge aujourd'hui, c'est comme vous le dites, nous on parle de pragmatisme. Quand Alassane Dramane Ouattara a le génie nécessaire de dire à son voisin qui n'est même pas politiquement d'accord avec lui, de lui dire, écoute, au niveau de nos zones frontalières, il y a des risques sécuritaires. Voici le soutien que nous apportons pour vous aider à protéger ces frontières que nous partageons. C'est du panafricanisme? Non, c'est du pragmatisme. C'est un problème. Chacun va le définir comme il veut. C'est du pragmatisme. C'est un problème que nous partageons et je ne vais pas regarder qui vous êtes ou comment vous êtes ou quoi vous pensez. C'est-à-dire, si la réflexion de Alassane Dramane Ouattara partait du fait que non, vous êtes un pays africain, je suis un pays africain, faisons copain-copain, vous parlerez de panafricanisme. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a dit, nous avons des enjeux, il faut protéger cette frontière et pour y arriver, voici mon offre. Et c'est exact. Beaucoup aussi. Je vais y arriver. Laissez-les aller au bout. Gardez vos nerfs. Hein. Je vais y arriver. C'est une autre chose qui est réelle dans ce que vous avancez et qui démontre en fait l'absence de concret. C'est ce que je vous dis. Donnez-moi un chef d'État qui s'est dit panafricaniste comme ça, qui à un moment donné n'est pas tombé dans la division de son peuple. Il n'en existe pas. Le même Sankara que vous évoquez, quand il se fait tuer, il n'y a aucune réaction de la part du peuple burkinabé. Oui, peut-être parce qu'on a peur. Pas vraiment, parce qu'à un moment donné, quand on est panafricain et qu'on prône la culture africaine et qu'on s'en prend au Moronaba, on n'est pas si protecteur de la culture africaine. Ça, c'est une réalité. Il s'en prend au Moronaba. Et je vais vous arriver à la réalité d'aujourd'hui. Alassane, attendez votre tour de parole. La réalité d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est la même chose. C'est que ceux qui conçoivent leur africanité, dans le sens du pragmatisme et dans le sens de faire face aux enjeux, qui ne sont pas dans cet africanisme qui sert simplement à dire tu es mon frère, je suis avec toi, coûte que coûte, vaille que vaille, sont considérés comme quoi? Chez nous, on te dira facilement face au Dendjougou. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Voilà, ça veut dire que tu es apatride. Parce que tu ne te classifies pas dans cette mouvance. Et aujourd'hui, la réalité, elle est palpable. C'est beaucoup plus de division que de cohésion. Et c'est pourquoi je dis dès le départ que le fait d'avoir tenté de transformer un concept fourre-tout, et je vous ramène toujours à la définition du mot pan, qui dit que c'est un ensemble, c'est un tout, on peut tout mettre dedans. Quand vous donnez aux gens quelque chose dans laquelle on peut tout mettre, ils finissent par y mettre n'importe quoi. Pas forcément. Et ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il est important. Si vous voulez, si c'est le mot qui vous plaît, si c'est le concept qui vous plaît, mettez peut-être un observatoire africain pour consolider les acquis du panafricanisme et mettez un cadre de développement qui va avec. Mais au lieu de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes dans l'idéologie. Et nous avons même mis de côté l'outil régional que nous avons, que Alamine disait était sous-régional. L'UA est régional, pas sous-régional. L'UA, quand vous regardez, je vous parle de l'agenda 2063. Vous qui semblez être profondément panafricaniste, vous l'avez lu? Non. C'est exactement ça le souci. Parce que vous manquez de pragmatisme dans les faits. Vous manquez de pragmatisme dans les actions. Quand on dit aujourd'hui la même chose, les panafricains, vous parlez beaucoup d'AES, ils vous diront non, nous ne voulons pas de la CEDEAO parce que la CEDEAO, c'est vraiment le truc des chefs d'État. Ils sont avec les Blancs, tout ce qui va avec. Nous préférons l'AES. Ils sont inféodés. Ils sont inféodés. Nous préférons l'AES. Mais à la aujourd'hui, quand les gens parlent de CEDEAO des peuples, vous savez d'où vient le terme?
Non, c'est à la suite d'une conférence des chefs d'État de la CEDEAO en 2007, qui disent qu'ils veulent une CEDEAO des peuples, et c'est ce qui se matérialise en un passeport que toi et moi partageons, bien que nous soyons de nations différentes. Il y a le pragmatisme politique qui existe, qui permet à des dirigeants de réfléchir sur des enjeux et d'apporter des réponses à la fois politiques et économiques face à ce que nous vivons, qui ne consiste surtout pas à nous dire que nous ne sommes qu'une identité, nous ne sommes que des hommes qui par peut-être chance ou malchance, s'appelaient africains. Parce que l'Africain lui-même vient de grec, c'est le nom historique africain. Notre continent ne s'appelait pas comme ça, c'est les Grecs qui nous ont donné ce nom. Donc s'il faut aller sur que l'aspect identitaire, quand mon cher Alassane disait que non, pour lui, quand on parle d'identité, on parle de politique, je dirais Alassane. Quand on parle d'identité, on ne parle pas politique, parce que je suis sûr que le mot ivoirité ferait peur à un Ivoirien qui s'appelle Drabo. Il faut éloigner ces choses-là de la gestion de notre État, parce qu'à chaque fois que nous avons mélangé notre identité et nos enjeux, nous nous sommes trompés. Ça a fait de l'instabilité, ça a fait des morts, et beaucoup trop de morts. Et ça continue à en faire. Ce que je voudrais juste rajouter, c'est que, messieurs, depuis que vous parlez, vous ne faites que parler soit à l'imparfait, soit au passé simple. Ce que je propose aujourd'hui, je vous demande juste de parler au futur. Il n'y a pas de problème. J'arrive, permettez-moi, et puis je veux juste poser une question. Moi, ce que je dis aujourd'hui, simplement, c'est qu'en parlant de propositions, il y a une zone de libre-échange qui existe aujourd'hui, qui pour moi aussi fait face à de nombreux défis. Il faut en discuter, qu'on fasse des propositions. N'oubliez pas qu'on nous écoute un peu partout. Et ce qu'on veut aujourd'hui ici, ce sont des propositions. Mais vous ne faites que rappeler, sans proposer. Vous hochez de la tête, je vous écoute, alors dites-moi. Non, écoutez, il me donne la parole, je peux intervenir. Oui, bien sûr. Moi, je pense que déjà, plusieurs éléments. Il n'existe pas de dirigeant qui ne veuille pas que son peuple connaisse le bien-être matériel. Si. Non, ça n'existe pas. Tout le monde veut diriger à un moment donné. Laissez Alassane terminer. Juste une courte phrase. S'il vous plaît, à la fin de son débat. Tout le monde veut diriger et apporter un bien-être à son peuple, à son État. Donc, que tu sois panafricain ou pas, que tu sois dans l'idée populiste, révolutionnaire ou pas, ton ambition sur le continent africain, c'est que tu viens trouver un État avec des populations qui ne s'en sortent pas, parce que majoritairement, le taux de pauvreté dans nos États est très élevé. Tu veux y apporter quelque chose de bien. Ça, c'est déjà quelque chose de louable. Il y a eu des obstacles à l'idée de panafricanisme. Moi, je suis totalement d'accord avec vous. Quand vous dites que non, aujourd'hui, ça n'est pas adapté, on devrait améliorer, on devrait sortir un concept, on n'a pas de mécanisme fiable, je suis d'accord avec vous. Mais moi, je tiens pour moi que nous n'avons pas réussi, ou bien ils n'ont pas réussi à asseoir les bases de... Ils ont assis tout ce qui était idéologie, mais tout ce qui était donc pragmatisme en termes de papier à laisser, de lignes d'orientation, directives à laisser, ils n'ont pas eu le temps. Parce que le panafricanisme, ça implique aussi l'idée d'unité, l'idée d'union. Et c'est d'ailleurs là où je pense que vous vous trompez. Le président Ouattara, c'est un panafricain. Et c'est même pour moi, aujourd'hui, en 2025, l'un des plus grands panafricains sur le continent africain. Parce que le président Ouattara, il ne considère absolument pas les divergences qu'il a avec les autres États. Et c'est proprement ça. Thomas Sankara disait que nous soyons à gauche ou que nous soyons à droite, nous devons nous donner les mains dans les mains sur le continent africain pour faire renaître la fierté africaine et pour renforcer la solidarité entre les peuples. Mais c'est ce que le président Ouattara fait. Quand le Mali prend 49 soldats ivoiriens, tout le monde appelle le président Ouattara à l'invective. Tout le monde appelle le président Ouattara à l'action militaire. Il dit non. Quand les soldats arrivent à l'aéroport d'Abidjan, il dit ce sont nos frères. Quand les autres pays de l'AES sont en difficulté, le président Ouattara, tout le monde lui dit mais non, il nous insulte, il nous accuse de déstabilisation. Est-ce qu'on doit les aider? Le président Ouattara dit non, nous sommes des frères. Ça, c'est le panafricanisme. Maintenant, après, on pourra discuter des théories, on pourra parler économie, on pourra parler culture. Pour finir avec Mohamed Nour Djarasouba, je finis vraiment là. Mohamed Nour Djarasouba, il faut encourager de plus en plus la jeunesse africaine à se réapproprier cette histoire. Nous avons longtemps été sous l'influence du récit occidental. Et pour nous, pour que vive l'idée d'un continent où les peuples sont unis, où la ZLECAf est forte, et où les institutions sont solidaires, où la CEDEAO des peuples, dont parle Cheikh Oumar, est réelle... Que d'autres ont quitté. Est faisable, oui, ils vont revenir. Et eux, par contre, j'ai ma position tranchée là-dessus, c'est pourquoi je ne parle pas d'eux. J'estime que ceux qui surfent sur l'idée de panafricanisme pour se maintenir dans nos États sont les pires dangers pour le panafricanisme.
Très bien. Alamine, oui, je voulais juste... Ça va être très rapide. Ça va être très rapide. Non, mais s'il vous plaît. Très rapide. Très rapide, vous avez promis, allez-y. Parce que, Alassane, quand tu dis qu'il y a des chefs d'État, tout chef d'État veut le bonheur matériel de son peuple, je ne suis pas d'accord. Je te citerai un chef d'État volontiers qui, dans les années 60, a dit « Je suis allé en Russie, j'ai vu des gens faire le rang pour du pain. » Et quand c'est le cas, il est inconcevable que dans un pays tout proche de toi, les gens n'aient pas à faire du rang. Et il a mis en place tout un mécanisme pour que nous ressemblions aux soviets d'en faire du rang pour du pain. Je te parle de beaucoup plus récent. J'en viendrai. Tu trouveras la référence. De beaucoup plus récent. On a dit à un chef d'État ou à un chef de gouvernement que la meilleure façon pour vous de résoudre le problème de manque d'électricité chez vous, c'est d'acheter chez votre voisin. Il a dit non. Donc peut-être que vous me direz que Alassane Dramane Ouattara est panafricain. Est-ce qu'il peut l'être seul? Est-ce qu'on peut aimer ses frères lorsqu'ils nous détestent? C'est en fait ça l'absence de pragmatisme. Mais c'est ça, justement, on n'y arrive jamais tout seul. Et pour qu'on y arrive, il faut des mécanismes, il faut du pragmatisme. Là, vous vendez des hommes qui ont voulu des choses, mais qui n'y sont jamais parvenus. Mais ceux qui parviennent à faire du concret, c'est ceux qui sont pragmatiques, sans regarder le frère, mais ils regardent l'enjeu. D'accord. Cabré, ensuite Alamine. Je pense que j'ai été très d'accord avec M. Cheikh Oumar au départ pour dire sur le fond, de la manière que le concept est galvaudé, on est bien d'accord. Mais moi, je suis parti du principe que c'est une quête africaine d'unité d'abord et d'indépendance, que ce soit sur le plan économique, social et culturel. Mais quand on parle aujourd'hui de panafricanisme, on ne parle pas des nationalistes, on parle c'est le vœu que les Africains se retrouvent dans une entité politique, malgré les frontières terrestres, les frontières coloniales, qui ont des instruments communs, qui ont des institutions communes qui leur permettent de commercer avec l'extérieur, de vendre leurs produits, le cacao, d'exporter leurs minéraux, leurs matières premières, ou même de les transformer localement avec de la valeur ajoutée, de permettre à ce que les pays africains puissent avoir une place de choix à l'ONU, que l'UA puisse même entrer aux G20, avoir une voix forte dans le système mondial pour porter la voix des besoins, des aspirations des populations africaines qui sont restées marginalisées pendant des décennies malgré nos potentialités économiques et naturelles. C'est ça la quête du panafricanisme, c'est pas autre chose. La majeure partie des choses que vous dites sont déjà réalité. Il existe des organisations politiques africaines, il existe l'UA, il existe la CEDEAO, mais qui fonctionnent. En fait, si vous arrivez à donner plus de chance aux vœux que vos prédécesseurs ont exprimés, qu'au concret qui est devant vous, c'est là où vous avez un problème. Parce que le vœu, c'est ce que nous voulons, mais ce qui est concret, c'est que l'UA est là, la CEDEAO est là, le mot CESA est là. Il y a tellement d'organisations. Lui, Cheikh Oumar estime qu'on a des résultats à travers notamment l'existence de ces institutions qui existent depuis de très longues décennies. Vous estimez que ces organisations ne fonctionnent pas. C'est tout le sens du débat, justement, qui a eu lieu ces dernières années et qui a conduit certains à sortir de la CEDEAO. C'est un autre débat que je vous promets de faire un autre jour dans la quotidienne info, si le temps nous le permet. Alamine Fofana, vous bouillonnez à l'idée de reprendre la parole. C'est à vous maintenant. Cher Aîné, vous qui êtes si épris de pragmatisme, est-ce que vous avez lu Introduction à la science politique du Dr Botian Makessis, où il parle du pragmatisme? Mais absolument. D'accord. Donc on ne peut pas avoir la prétention d'avoir tout lu en ce qui concerne des concepts. Oui, non, ce n'est pas un concept, l'agenda 2063, ce n'est pas un concept. Je continue pour dire que vous n'avez pas lu aussi tous les agendas qui ont eu dans le monde. Vous pouvez pas... En bon africain, l'agenda 2063... Cheikh Oumar, on va le laisser. Attendez à la fin de son développement. Alamine, allez-y. Comment on appelle ça, l'ensemble des COP qui a eu lieu depuis les questions de développement durable, vous ne pouvez pas avoir aussi la prétention d'avoir tout lu, ni de faire sortir à la surface tous les contenus. Où voulez-vous en venir, Alamine? Je suis en train de vous dire que concernant le président Alassane Ouattara, c'est une question de sensibilité thématique. On est en train de dire que le président Alassane Ouattara, il est pragmatique. Vous parlez beaucoup de personnes. S'il vous plaît. Vous avez repris le président Alassane Ouattara pour dire qu'il est plus pragmatique que panafricain. Je suis en train de vous dire que c'est logique.
Pour moi, il est centriste. Donc, il est à équidistance entre la gauche et la droite. Le contenu du centrisme, c'est le pragmatisme. C'est gauche ou droite? S'il vous plaît, Cheikh Oumar. Le panafricanisme, c'est gauche ou droite? Mais visiblement, ça le perd un peu. Ah, mais c'est le débat. Oui, bien sûr. Non, mais si vous ne me laissez pas terminer, moi, quand vous parlez aussi, il y a des questions directes. J'attends aussi vous répondre. Bien sûr. Merci, cher René, de me laisser terminer. Je suis en train de dire qu'il est à équidistance entre la gauche et la droite. Donc, il est pragmatique. Mais en même temps, ce n'est pas une exclusion. On peut être à la fois pragmatique et panafricain. Panafricain, justement, par rapport à sa posture dans la sous-région, en ce qui concerne la CEDEAO, et dans la région, en ce qui concerne l'Union africaine. Ce qui est facile avec votre position, c'est que vous êtes en train de jeter l'opprobre sur un système sans proposer un système où on vous laisse un sous-entendu. Bon, vous qui prétendument n'êtes pas panafricain, quels sont les résultats de l'anti-panafricanisme en Afrique? Prenons le cas par exemple de la... Je ne suis pas anti-panafricain non plus. Bon. Mais ces pays que vous défendez, lorsque vous dites que qu'est-ce que Thomas Sankara a fait, qu'est-ce que Kwame Nkrumah a fait, je peux prendre aussi des pays qui n'étaient pas forcément très d'accord avec la vision panafricaine des maximalistes, mais qui aujourd'hui, c'est des États qui, après 65 ans, ils sont surendettés. C'est des États mais qui n'arrivent même pas à gérer la volatilité de leurs prix par rapport aux matières premières. Quand on parle de la question du CFA, quand on parle de la question de la dépravation des mœurs, l'augmentation des LGBT dans notre continent africain, quand on parle de la question de notre économie est basée uniquement sur l'agriculture, on n'a pas encore lancé un véritable système industriel en Afrique. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est le premier producteur... rentes, vous voulez dire peut-être. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Mais quelle est l'industrie aujourd'hui de la Côte d'Ivoire en matière de transformation des produits de cacao? Ah, ça a beaucoup progressé. C'est facile. Alamine, oui, faut me le laisser. Il a dit que je peux tirer. La chose la plus facile en politique, c'est de faire l'économie des difficultés de gouvernance ou de politique. C'est la chose la plus facile. Nous sommes en train de dire que lui qui parle du futur, je vous parle du futur. Je suis en train de dire que nous, on n'est pas en train de se prétendre comme les sauveurs ou même des prophètes panafricains. On est en train de dire qu'il faut un mélange des différents systèmes sans jeter l'opprobre sur nos systèmes. Parlons de futur. Aujourd'hui, on veut qu'en tant que bons Africains, peu importe nos obédiences, on doit pouvoir prioriser la collaboration sud-sud. Comment on collabore en interne? Parce qu'aujourd'hui, les partenaires économiques de la Côte d'Ivoire, c'est des États occidentaux. Comment on collabore avec le Sénégal voisin, le Mali, l'Éthiopie? Comment on fait en sorte qu'aujourd'hui, le Rwanda, qui est un pays qui arrive à gérer la question de l'insalubrité, comment on s'inspire du modèle rwandais pour assainir nos pays? Comment on s'inspire du modèle malien en matière de cheptel pour pouvoir développer, comment on appelle ça, l'élevage de bœufs en Côte d'Ivoire? Comment on s'inspire du modèle sud-africain pour pouvoir développer... C'est comment on fait en sorte qu'on puisse voir ce qui fait la particularité de chaque État africain pour pouvoir l'impulser en interne. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la question de l'Atchéké. Il y a une crise actuellement à Bata, à libérer Alexis. L'Atchéké devient cher. Comment on fait en sorte pour industrialiser notre patrimoine culturel qu'est l'Atchéké pour qu'on ne puisse pas avoir une situation où peu importe les... C'est par là qu'il fallait commencer le débat. S'il vous plaît. Non, mais je suis en train de vous dire que ce sont des... Laissez Alamine parler, s'il vous plaît. Je suis en train de vous dire que lui, il nous disait qu'on est dans le futur. Donc, on vous répondait par rapport au passé pour revenir sur le présent et puis donner des perspectives. Il y a beaucoup de choses à faire. D'accord. Thomas Sankara, son modèle économique, c'est l'économiste d'État. Il est arrivé à faire en sorte que les richesses... C'est quoi? Il a dit l'économie d'État. Il est arrivé à faire en sorte que les richesses internes, il a remis en surface les richesses internes du Burkina pour pouvoir impulser un développement de son pays. On ne peut pas dire aujourd'hui sur un plateau de télé que Thomas Sankara a échoué en matière de gouvernance. Ceux même qui crachent le panafricanisme aujourd'hui, ils ont fait des bilans même plus négatifs que le président Thomas Sankara. Donc, il est facile de pouvoir jeter l'opprobre sur un système. Mais nous sommes de ceux qui pensons qu'il faut arriver à une collaboration lucide, s'inspirer des différents modèles, prioriser la collaboration sud-sud entre nous en Afrique pour pouvoir avoir le développement de nos différents États. Et améliorer le partage d'expérience. C'est ce que je retiens essentiellement de votre développement. Je crois que ça a été périlleux parce qu'ils vous ont beaucoup interrompu. Je pense qu'il y a une question qu'il faut lui poser. Il y a une question à laquelle... Quand vous dites que le président Ouattara est centriste, qu'il est à équidistance du pragmatisme... le pragmatisme est-il de gauche et de droite? Le pragmatisme est centriste. Non, le panafricanisme est-il de gauche ou de droite? Le panafricanisme est un autre contexte qui ne s'inscrit pas forcément dans la gauche ou de la droite. C'est un modèle hybride. C'est un modèle hybride. C'est en fait ça le souci avec votre développement. C'est que c'est un développement qui fait un joli parcours des mots. Mais quand on les regarde, point par point, vous voyez déjà... Quand vous dites que c'est un hybride, c'est pour ne pas avoir à répondre à la question. Non, pas du tout. Parce que le panafricanisme appartient à un courant. En 2025, le panafricanisme est hybride. Le panafricanisme de 1960 n'est pas un modèle hybride, c'est un modèle de gauche. Ça, c'est dit. En 1960, c'est un modèle de gauche. Par rapport à l'État fédéral... À la mine, je vais y arriver. Actuellement, en 2025, il est hybride. Ça, c'est dit. J'y arriverai.
D'accord? Ça, c'est la première question qu'il fallait vous poser. La deuxième question qu'il fallait vous poser, quand vous dites économie d'État, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on va vouloir répondre, comme vous n'allez pas vouloir nous laisser dis-moi, je suis tout curieux. L'économie d'État, selon le modèle Sankara, c'est comment utiliser le maximum possible les ressources intrinsèques du pays pour pouvoir impulser sur ces ressources-là un développement économique cohérent. Et il arrive à le faire. Non. Je vais vous dire quelle était l'option sur les options sur lesquelles Sankara s'était lancé. Première des choses, Sankara n'est pas d'abord parti de l'intérieur pour installer son mécanisme. Il est parti du choix de ceux avec qui il voulait travailler. Et il l'a dit d'ailleurs, étant ici à Abidjan, il dit que si un pays africain peut m'éviter un voyage tout aussi long que le Cuba ou la Russie, j'accepterais bien volontiers. Donc c'est ce que je vous dis, vous parlez de choses que vous n'avez pas forcément maîtrisées entièrement. J'ai passé des années à sculpter Sankara et je peux vous dire qu'il n'y avait pas un seul modèle économique. Tout ce qu'il a réussi à dire, comme il le disait à Addis Abeba, et je vais vous citer ces mots, je ne suis pas venu ici pour vous faire un défilé de mode, mais moi et toute ma délégation portons de la cotonnade tissée au Burkina Faso, faite par des tisserands, cultivés par des petits. Quand vous êtes en train de... Et tu sais pourquoi je dis ça? Il n'y a pas de... Nous ne nions pas le passé. Nous disons simplement qu'il ne nous a pas apporté les résultats auxquels nous aspirons. Et que pour cet état de fait, nous ne pouvons pas nous attacher à une idéologie ou à quoi que ce soit d'autre qui n'apporte pas satisfaction. Qu'il est temps que la jeunesse africaine que la jeunesse africaine que nous sommes puisse se mettre à travailler basé sur des modèles qui nous apportent satisfaction. Si au début... Quel est ce modèle? S'il vous plaît. Je vais y arriver tout de suite. Je vais vous prendre l'exemple de 2 pays, d'accord, africains, qui ont développé. Le Sénégal, par exemple, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest dont l'économie est basée sur un modèle fiscal extraordinaire. Vous vous rendrez compte que d'ailleurs, la majeure partie des chefs d'État sénégalais sont fiscalistes. Et ce n'est pas par hasard. C'est parce que dès les premières heures, Léopold Sédar Senghor et ses collaborateurs ont compris que selon la réalité, oui, que Diomaye Faye vient d'où? Macky Sall vient d'où? Macky Sall est géologue, non? Non, j'ai une question. Ils étaient tous du même ministère de l'économie. Je vais y aller. La réalité est ceci. Quand vous regardez l'histoire des pays et que vous les analysez en profondeur, vous vous rendez compte que des gens ont mis en place des mécanismes pragmatiques et ce qui les a permis d'avancer sur leurs voisins. Prenons d'ailleurs Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. Vous dites que c'était le sage du panafricanisme. Le sage de l'Afrique. Oui, le sage de l'Afrique. C'est bien beau de dire qu'il était le sage de l'Afrique. Mais ce qui est d'accord plus intéressant à regarder, c'est que de l'autre côté, on te dira que c'était le pionnier du réseau FOCAR. Si, on entend. Vous voyez la contradiction. C'est pour ça qu'il dit le poste. Alamine, s'il vous plaît. Vous voyez la contradiction. Totalement. En fait, Alamine, je ne suis même pas en train de vous mettre, d'avoir une contradiction. Je suis en train de vous dire que les choses qui sont populairement avancées ne sont pas des réalités politiques prouvables. D'accord. Messieurs, on va refaire certainement ce débat un autre jour.